Salut, salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un format un petit peu différent d'habitude. Je vais pas être tout seul à te parler. Je vais même potentiellement beaucoup moins parler que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai trouvé sur les réseaux grâce à un client qui m'a partagé une de ses vidéos en me disant «Regarde comme elle est inspirante». Je veux parler de Lucie Retaille. Lucie Retaille, il lui est arrivé une histoire dont elle va parler juste après le générique. Reste avec nous parce que je pense que pendant le temps de cette interview, tu risques vraiment de prendre quelques leçons de vie hyper intéressantes parce que Lucie, elle a eu une transformation de vie malgré elle, mais qui l'a fait devenir une personne, j'ai envie de dire, juste waouh. On se retrouve juste après ça. Lucie, bonjour. Bonjour. Écoute, ça me fait super plaisir que tu as accepté l'invitation sur cette interview qui, en plus, marque la première interview sur ma chaîne YouTube. C'est un format que je veux développer, de rencontrer des gens comme toi qui ont, d'une façon ou d'une autre, transformé leur vie. Parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai moi-même transformé la mienne, à peu près à l'âge de 50 ans, dans des circonstances qui sont plus, pour ma part, des circonstances financières, de me retrouver par terre financièrement. Mais je trouve que ton histoire, elle est... le mot est faible, inspirante. Je pense qu'il y a des gens qui te connaissent, mais je voudrais qu'on échange un petit peu sur trouver une dimension un petit peu différente de peut-être ce que tu racontes d'habitude, mais je voudrais quand même que tu te présentes en réalité par rapport aux gens qui te connaissent pas. Euh, Ouais, Aujourd'hui, tu as 43 ans ouais. et il y a 2 ans en arrière, il t'est arrivé un truc pas terrible du tout. Je te laisse prendre la parole. Ok, ça marche. Bah déjà, je te remercie, hein, je suis honorée de l'invitation. Et puis, je souhaite vraiment une belle réussite à ce beau projet, là, ce nouveau projet que tu lances. Je trouve ça super. Merci, merci beaucoup. Alors ouais, moi j'ai 43 ans, je m'appelle Lucie Retaille, je vis pas très loin de Nantes. Et il y a 4 ans, j'ai opéré un changement dans ma vie. Voilà, ça a commencé doucement il y a 4 ans. J'ai quitté le père de mes enfants avec qui j'étais depuis 22 ans. J'ai quitté mon travail de responsable export qui ne me comblait plus, même s'il me payait bien. Je trouvais plus de sens dans tout ça. J'ai rencontré un Gabonais qui m'est passé sous le nez. On a commencé une relation et je me suis lancée. J'ai tout quitté, mon travail, ma maison, et puis je me suis lancée. Alors j'ai pas quitté mes enfants, hein, voilà, mais je me suis lancée dans la danse, la musique, le piano, le chant, avec ce compagnon gabonais qui était artiste. Et je me suis dit, ça y est, je commence ma nouvelle vie. Voilà, ma deuxième vie, ça va être ça, quoi. Et on décide de faire un voyage au Gabon en février 2023. On passe un mois sur place. Et puis, à mon retour en France, j'ai des symptômes d'état grippal qui sont bénins a priori, sauf que c'est pas bénin. C'est un paludisme de forme très sévère. Donc, il y a plein de formes de paludisme, hein. Le Mhm. paludisme bénin, il tue personne. Sauf quand on manque d'eau, etc., en effet, dans les villages. Mais le paludisme falciparum, celui que j'ai attrapé, c'est celui-là qui tue, même avec des soins, voilà. Donc, je suis restée Ok. 3 semaines dans le coma, j'ai fait des semaines en réanimation et à mon réveil, on m'a expliqué qu'il fallait m'amputer des 2 pieds et des 2 mains. Et donc, bah, c'est là que, voilà, en fait, c'était pas là qu'elle commençait ma deuxième vie. C'était bien ici, en fait. La vie m'avait réservé autre chose. La vie avait, visiblement, et puis je parle encore toujours avec, avec une nuance, enfin, un air d'hypothèse, parce que ça fait que 2 ans, tu vois, je sais pas encore où elle a décidé de me mener. Mhm. Je parle d'elle que comme d'un dieu parce que pour moi c'est ma religion aujourd'hui, la vie quoi. Ça a été enfin, juste pour finir dans les faits en tout cas. Donc, je me suis fait amputer des 2 mains assez rapidement. Ensuite j'ai eu 4 mois de rééducation dont j'ai dû sortir rapidement. J'ai dû prendre la garde de mes 3 enfants toute seule. Le père ne pouvait plus les garder présenter. Donc, et depuis, ça fait 1 an et demi que je suis sortie de l'hôpital, que j'ai mes 3 enfants en garde seule et que je m'en sors et que je reconstruis ma vie et que j'ai une vie qui, non seulement qui ne ressemble en rien à ce qu'elle a été avant, mais en plus qui semble pour l'instant se présenter d'une manière qui est bien au-delà du plus beau que j'aurais jamais osé espérer. Voilà. À ce moment-là, tes enfants, ils ont quel âge quand ça t'arrive?
Ils ont 15 ans, 12 ans et 5 ans. Ok. Comment ils le vivent, eux? Alors, comment ils le vivent aujourd'hui? Mes filles, la plus grande et la plus petite, ça va. Mon garçon de 14 ans, c'est difficile. Il a beaucoup pris sur lui, je pense. Et puis, certainement, il attendait que j'aille mieux, que moi, je commence à remonter la pente pour pouvoir faire son burn-out, en quelque sorte. Bah, c'est maintenant, le burn-out. Donc, je t'avoue que voilà, je le surveille comme le lait sur le feu. Je sais que lui, sa tête, c'est maintenant qu'il la traverse. Donc, j'essaye d'être là pour lui, de lui apporter ce que j'ai appris. Mais même si tu as appris, toi, d'une épreuve comme ça, quand tu es le parent, tu peux transmettre, mais c'est... Il y a des gens qui me disent tes enfants doivent être contents de ta voix. Oui, bien entendu. Ou tu sais, tes enfants, ils vont savoir traverser les épreuves après ce que tu as vécu. Pas forcément, en fait. La vie, elle est... c'est la vie qui nous enseigne, en fait, avec toute sa pédagogie, tout son amour, toute son inventivité, parce que j'avoue que là, quand même, je ne m'attendais pas à un truc pareil. Mais voilà, voilà. Donc, ils le prennent, ils vivent leur parcours à leur manière, chacun comme il est. Moi, ce qui m'a déjà impressionné quand on a commencé, quand je t'ai contacté pour te proposer cette proposition d'interview, puis tu vas aussi intervenir sur mon programme Freedom Kiffe ta vie et transforme ta vie à la fin du mois d'avril, Ouais. est réservé donc à mes clients, à mes abonnés. Mais ce qui m'impressionne et ce qui m'a impressionné, tu m'as laissé un vocal, je t'en parlais tout à l'heure en introduction, tu m'as laissé un vocal de 5 minutes qui m'a donné des frissons. Euh, et avant de vraiment lancer l'enregistrement de cette interview aujourd'hui, on a discuté un petit peu. Et tu as ce rire, j'ai envie de dire, ça fait peut-être un peu bateau, mais je trouve que tu rayonnes en fait. Et je me dis, mais waouh, c'est quand même incroyable. Parce que tu m'as aussi partagé que avant ta maladie, avant ce qui t'est arrivé, t'avais pas forcément cet état d'esprit-là. T'avais pas le même mindset. En fait, avant ta maladie, c'était quoi les 3 choses que tu considérais comme essentielles à ton bonheur? Hmm. C'est super intéressant comme question. Les 3 choses, je sais pas, mais il y en a une qui me vient à Mhm. l'esprit d'une évidence. Il fallait que les autres m'aiment. Ok, Il fallait que je sois entourée et ma valeur, je la voyais dans les yeux des autres, ok, quasiment exclusivement. Je la voyais dans ce que je faisais, ce que j'accomplissais, ce que j'atteignais. Euh, j'ai Dans le mindset, je vais plus te répondre en termes de mindset plutôt que de choses essentielles. ouais, J'avais toujours l'impression, je pense que si j'avais eu une meilleure amie qui me traitait comme moi je me traitais à l'époque, je l'aurais foutu dehors depuis bien longtemps. Ouais. Mhm. Si j'avais une amie qui me parlait comme je me parle, comme je me parlais, si j'avais une amie qui me jugeait comme je me jugeais, je me serais dit, c'est pas une amie, ça. ok. Voilà. Wow. Et on en revient à cette petite voix-là qui Mhm. est assassine, hein, quand même parfois, hein, quand on y prête attention un petit peu. Enfin, en tout cas, moi, je faisais partie de ces gens-là. Tout le monde n'est pas comme ça, certainement, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal. On est dur avec soi. On est Mhm. dur avec soi. Euh, Ça résonne pas forcément dans la tête, mais ça va être des idées comme t'y arriveras pas, t'es nul. Oui, ça c'est ton rêve, mais c'est pas pour toi. Essaye pas, tu pourrais échouer. Si t'échoues, tu auras l'air con. Hein, y a quand même, c'est pas clair, mais c'est les idées quand même sous-jacentes humaines, de peur. Hein, en fait, j'avais peur de beaucoup de choses. J'avais peur qu'on m'aime pas, j'avais peur d'échouer, j'avais peur qu'on m'abandonne. J'avais même peur de réussir. J'avais peur de me libérer. J'avais peur d'être moi-même. Je savais même pas qui c'était moi-même. Oui. J'étais même pas connectée à mes besoins, en fait. Tellement j'étais obnubilée par répondre aux besoins des autres, non pas par altruisme. Il faut arrêter de se raconter ces choses-là. Ça suffit. Hein. Quand on est, ah non mais c'est vrai. Hein. Alors je sais pas comment ça va être reçu ça, mais il y a des gens. Ah moi j'aide les autres. Moi je suis comme ça. Attention. On parle beaucoup du sauveur, mais se fuir soi, c'est la pire chose qu'on peut faire aux autres aussi. Mhm. Donc, je n'étais pas connectée à mes besoins puisque j'étais focalisée sur les besoins des autres pour y répondre, pour être bien vue. Ce que je te dis, je le dis maintenant parce que j'ai été capable d'observer avec une honnêteté qui m'a
comment dire, avec cette expérience, qui m'a obligée à aller voir vraiment, sans me mentir, pourquoi je faisais les choses, pourquoi j'essayais d'être Mère Teresa avec tout le monde. Ok. En vrai, c'est moi que je fuyais. Parce que j'avais peur. J'avais peur d'échouer, j'avais peur de découvrir que finalement, je suis pas la si bonne personne que je clame être. Que finalement, j'avais des parts d'ombre pardon, mais des défauts. Euh, Parce que je voulais pas les assumer, ces défauts. Aujourd'hui, je les chéris presque. Ok. Toutes ces parties de moi, tu vois, voilà. Les parties qu'on peut considérer comme belles, et puis les parties qu'on peut considérer comme pas belles. Voilà, bah, tout ça, c'est moi. Et voilà, ça fait ce que je suis, et c'est extrêmement reposant, cette bienveillance avec soi. Ne plus avoir peur Important. de... Ouais, il fallait que je plaise. Et aujourd'hui, donc du coup, tu es en train de dire que de par ce qui t'est arrivé, en fait, tu accordes moins d'importance à plaire aux autres. Tu Ah oui, t'occupes plus oui. de toi. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, oui, totalement. Il y a eu plein de choses dans tout ça. Il y a eu... je dirais, il y a eu quand même. C'est marrant, tu vois, c'est maintenant que je me rends compte. C'est avec ta question que je me rends compte, alors que je trouve que c'était d'une évidence qui crevait les yeux. Il y a eu deux étapes dans ces 2 dernières années pour moi. La première, ça a été l'annonce des amputations, Mmh. la rééducation, cette espèce d'enfer, de choc, de voilà. Il y a eu ça qui fait que, en effet, hein, on en parlait un peu en introduction, le mental, c'est cette partie de nous qui a toujours quelque chose à dire, qui a toujours un avis sur tout, qui croit toujours avoir raison, qui a toujours un jugement sur tout et tout le monde, y compris soi-même. Même cette partie-là n'avait plus rien à dire. C'était tellement énorme ce qu'on m'annonçait. Enfin, on dit oui, la pensée est créatrice, mais jamais de ma vie j'ai pensé qu'il pouvait m'arriver ça. Et Mmh. pourtant, c'est arrivé. Alors de quoi on parle vraiment? D'accord. Mmh. euh, Je me suis dit, mais si ça c'est possible, mais qu'est-ce qui n'est pas possible alors? Mais mon Dieu, enfin, c'était fou. Ça m'arrive à moi ça. Mais il y a hier, enfin, 3 semaines avant, le coma pour moi c'était hier. Hier, je mangeais avec mes enfants. J'avais Mmh. des pieds et des mains, j'avais une vie normale. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Il y a cette sidération, ce chaos, ce choc. Il y a presque même pas de tristesse à ce moment-là. C'est après, c'est mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, d'après ce que j'ai entendu en écoutant quelques interviews que tu as données, d'après ce que j'ai compris, ça se fait très très vite parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. C'est soit tu décides de garder tes pieds, tes mains, et là, tu risques en fait de ne plus être ici aujourd'hui, c'est ça? La septicémie, l'infection. En fait, dans une nécrose, en fait, le sang se concentre autour de tes organes vitaux pour te sauver la vie. Ouais. Donc, on te transfuse pour éviter que trop de sang se retire, mais j'ai été transfusée près d'une dizaine de fois, ça n'a pas suffi à arrêter le processus. Ok. Donc, le sang se retire des pieds et des mains, tout comme quand toi, tu marches dans le froid, tu vois, tu as froid aux extrémités, c'est ça qui se Ouais. passe. Hein. C'est Ouais. un peu bleu, bon, bah, ça se retire, mais après, ça revient, il n'y a pas de problème. Mmh. Sauf que quand l'infection est grave, ça se retire trop longtemps, et donc l'extrémité, elle sèche. Mmh. Voilà, c'est le processus de momification, sauf que tu es vivant, en fait. Ouais. Donc Ok. c'est douloureux, ça fait mal. C'est pour ça qu'on t'endort aussi. Et puis, et du coup, ce sont des parties mortes. Ouais. C'est-à-dire que le système immunitaire n'a plus accès à cet endroit. Donc ça veut Ok. dire que toute infection qui arrive par ces extrémités, ça, tu risques, t'es en danger, en fait. Ok. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai déjà failli mourir, visiblement, parce qu'on m'a Ouais. expliqué. Moi, je savais pas ce qui m'était arrivé, que j'ai un Mmh. palu, que j'étais dans le coma pendant les 3 dernières semaines, mais je comprenais rien. Mmh. Et là, je me suis dit, bon, bah, j'ai déjà failli mourir sans le vouloir, sans le savoir, sans qu'on me prévienne. Donc là, on me prévient. Bon, bah, je vais pas prendre le risque, en fait. La décision a été assez rapide, finalement. Ok. Je voyais tout ce que mon entourage avait vécu. Et je voyais dans leurs yeux un peu le bagage des 3 semaines précédentes où le pronostic Ouais. vital avait été engagé, où les médecins parlaient en baissant la tête et en chuchotant et en secouant la tête. Euh, Mmh. je m'en suis sortie par miracle, donc je me disais, je peux pas. J'ai compris que c'était grave aussi parce que je voyais ce qu'il y avait dans leur regard. Donc j'ai pas hésité. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc voilà, il y a eu ce moment-là de chaos total.
qui fait que c'est comme si à un moment j'avais donc cette partie du mental se tait un petit peu et avant que je ressente cette espèce de force intérieure dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même enfin, les gens qui écoutent, qui peut-être se sont trouvés face à la mort à un moment vraiment sérieusement, il y a comme un dézoomage, quelque chose qui fait que, attends, mais je me suis pris la tête pourquoi pendant les 42 premières années de ma vie? Mm. Il y a un peu ça, en fait. Ouais. Euh, c'est même là, tu vois, je suis émue à te le dire, c'est vertigineux. C'est j'ai eu l'impression de me battre en permanence pour obtenir des choses, pour éviter des risques, pour contrôler ma vie, pour contrôler la perception que les gens pouvaient avoir de moi. Mais mon Dieu, enfin, ça paraît tellement inapproprié. Tu m'amènes à une question par rapport à ce que tu viens de dire. Si tu pouvais envoyer une lettre à la version de toi avant ta maladie, qu'est-ce que tu dirais à la Lucie d'avant? Ah ben je sais pas parce que j'ai envie de te dire, je lui dirais tout ça, tout ce que je suis en train de te dire. Mhm. Et en même temps, je pense pas que j'aurais pu le comprendre si j'avais pas traversé ça. Mhm. Donc j'ai beaucoup de là pour le coup tu me poses des questions qu'on m'a jamais posées et c'est une question bah ouais qui est pourtant j'en fais des interviews et j'ai pas d'émotion parce qu'à raconter cette histoire mais cette question là j'ai beaucoup d'affection pour celle que j'étais avant. Ouais. Euh, mais si j'avais une lettre à lui écrire, elle serait pas très longue. Je lui dirais. C'est pour ça que je me le dis aujourd'hui. Je me la dis aujourd'hui cette phrase parce que je pense que la version future de moi me dirait ça aujourd'hui. Ouais. Moi, ce que j'aurais à dire à la version que j'étais avant, c'est bon, ça va pas forcément être facile. Peut-être ça va faire mal. Mais mon Dieu, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que tu as juste besoin de comprendre des choses et c'est ton parcours. Et, euh, et si tu es capable chose que je pense j'ai fait, si tu es capable d'ouvrir les bras grands ouverts à ce que la vie te propose, euh, alors il y aura que du bon là-dedans au final. Est-ce que tu es en train de dire quelque part que mon ami, je sais pas si tu connais François Lemay, conférencier québécois, très inspirant. François dit un truc, j'ai toujours depuis 2017, j'ai ce bracelet, c'est le nom de son premier livre, ouais, on était à un événement avec C'est comme lui. les enfants qui gardent les bracelets des campings pendant Exact, 6 mois. c'est ça, c'est ça. Je te jure, c'est vrai. Et là-dessus, c'est marqué, tout est toujours parfait. Qu'est-ce que ça m'a énervé qui dit ça? Mais Ouais, c'est, tu m'inspires ça quand tu racontes ça. ouais. Est-ce que Moi, je tu es en train de dire crois. quelque part que tout est toujours parfait, que si Ouais. on est à un endroit, c'est qu'on doit y être? Alors moi, je crois à ça. Ouais. Moi, je crois à ça. Maintenant, il y a un danger dans ces... Enfin, un danger. N'importe quoi. Il y a quelque chose dans ces phrases. Alors, tout est parfait. Oui, ça peut être très dur à entendre pour des gens qui vivent ça, qui vivent des choses dures en ce moment. Parce Hmm. que, une formule que je préfère moi, mais qui veut dire la même chose, hein, qui est peut-être juste plus facile à avaler par l'ego, c'est tout est parfaitement ajusté. Euh, je pense que à chaque fois qu'on vit quelque chose, on doit le vivre. Après, moi, ce truc-là, mon ego l'a récupéré. Hein. Attention. Hein. En m'enfermant dans une relation toxique pendant 3 ans et demi, je me disais bon, si je suis dans cette relation toxique, c'est que je dois apprendre des choses. Nanana. Le fait de penser que tout est orchestré parfaitement, que tout est ajusté en ce moment, ne veut pas dire rester dans la situation et ne rien faire. Oui. Ça ne veut pas dire non plus faire la première action, chose à laquelle on a été habitué, pour se sortir du truc et attention, agir. Je pense que la juste attitude, chose que j'ai pas eue avant, hein, dans cette relation juste avant de tomber malade hein, au Gabon, la juste attitude, c'est ok, bon, ok, ça parle, bon, on écoute, mais sans trop écouter. Mais
Ok, qu'est-ce que ça dit à cet endroit-là? Là, je parle du ventre, mais en fait, c'est l'intérieur. Qu'est-ce que le corps dit? Mm. Est-ce que quand j'arrive à pas faire taire, mais quand j'arrive à un peu débrancher ce machin et me concentrer plutôt ici, est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que quelque chose semble m'indiquer une action? S'il y a une action qui part d'ici, le message se fera entendre plusieurs fois. Et à un moment, ça semblera une évidence. Quand il y a une action qui s'impose ici, fais ça, non, fais ça, non, fais ça. Enfin, ça n'a pas de sens, hein. On est tiraillé en fait. Mais Ouais. ça fait beaucoup de bruit ici. Ici, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus suggestif. Et si tu faisais Mm. ça? Tiens, et si t'appelais un tel? Ça, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Sylvain Duboulet que j'adore. Mais en fait, l'idée, c'est, je pense, dans les situations difficiles, oui, tout est parfaitement ajusté. Ça veut pas dire ne rien faire et ça veut pas dire faire. Ça veut dire euh, quelle partie de moi j'écoute pour agir à l'intérieur de cette situation. À quel moment je vais sentir que je me sens prêt pour ça. Et on le sait quand on est prêt. Mm. On le sent quand on est prêt. Hein, quand on se fait violence pour faire les choses, ça marche rarement, mais quand on est prêt, on est prêt. Il y a une maturité, il y a une sérénité dans l'acte. Il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, ça peut être une rupture ou n'importe quoi, mais il y a une justesse, on le sent. Mm. J'étais totalement déconnectée de tout ça. Ouais. J'avais envie de me connecter à tout ça. J'entendais les trucs spirituels, j'écoutais des gens qui m'inspiraient, qui sont toujours ceux qui m'inspirent aujourd'hui, Ouais. mais semble-t-il que il me fallait cette expérience pour vraiment peut-être le comprendre ou comprendre plus vite, je Mm. ne sais pas. Mais cette expérience a été le test réel euh, d'acceptation, Ouais. de confiance en la vie, de, de remise en question de ce que lui pouvait penser, dire, savoir, mais plutôt j'ai eu du temps, hein, j'ai eu beaucoup de temps forcément. Hein, je suis restée beaucoup à regarder le plafond sans pouvoir m'asseoir, fraîchement Mm. amputée. Bien sûr que tu as du temps, donc là forcément t'es pas agité dans ces moments-là parce que c'est tellement grave qu'il y a une sorte de calme. Ouais. Il y a entre les moments de panique, de pleurs, il y avait ces moments d'intense calme, profond calme. Mm. C'est antinomique un peu, hein. Mais c'est indescriptible. Et donc, c'est là que je regardais ma vie avant. Je me regardais, je me disais, waouh, mais en fait, j'ai passé 40 ans à gesticuler, Mm. à courir après quoi? C'est fou. Et voilà, et petit à petit, il y a des choses aussi qui m'ont marqué. C'est arriver en rééducation. J'étais pas très à l'aise avec le handicap avant, tu vois. J'arrive sur le plateau des kinés, on me fait visiter le premier jour. Bah voilà, demain, tu auras ta première séance de kiné, de muscu pour te remuscler parce que tu peux pas marcher sur des prothèses. Là, t'as perdu 10 kilos, t'as plus de muscles, c'est terminé. Ouais. Donc, Mm. faut te remuscler avant et tout. Et je dis, bah ok, donc en fauteuil roulant, on me pousse et on m'emmène sur le plateau. Et là, je vois des gens qui, euh, qui mettent toute leur attention, toute leur énergie, toute leur volonté du moment, quoi. Mais tout, tu sens que là, mais tout se joue pour eux, pour faire Ouais. un pas, Mm. un ou deux pas, c'est tout. Mais il y a, il y a, c'était émouvant, quoi. Tu vois, et tu dis, mais merde, en fait, les guerriers, ils sont là, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas, en fait, tous les référentiels que j'avais de réussite, de reconnaissance, de validation de ma valeur, ça a tout pété, en fait. Ouais. Ça a Ouais. tout pété. Tout est différent. Ouais. Euh, Et tu m'amènes parce que tu sais, moi je parle souvent des trois choix qu'on a dans la vie face à n'importe quelle situation, accepter, modifier ou quitter. Et j'ai le sentiment à t'écouter Ouais. que très rapidement l'acceptation dans tous les sens du terme, t'as accepté la situation, t'as accepté l'amputation, t'as accepté que c'était quelque part la seule option que toi tu choisissais, mais derrière t'es devenu la personne que je vois aujourd'hui là devant moi. Ouais. J'ai l'impression que tu l'as vraiment accepté dans toute sa globalité en fait. Hmm.
J'ai l'impression, moi, que j'ai fait un peu les trois. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai acceptées, des choses que j'ai modifiées, des choses que, enfin, à l'intérieur de cette acceptation, j'ai quand Ouais. même pris les trois chemins que tu évoques. Après, l'acceptation, pour moi, a une définition particulière. Mhm. Parce que c'est vrai que l'acceptation, pour moi, c'est pas ouais, ok, ouais, ok, ça va aller, hein, ça va aller. Non, rien à voir avec ça. Mhm. L'acceptation, dans mon cas, ça a été, punaise, c'est ça que tu me demandes là. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais faire de mon mieux. Et je le sais, qu'il va y avoir des moments où je vais pleurer, des moments où je vais hurler de rage, des moments où je vais être désespérée. Et il y en a eu. Mhm. Mais parce que je m'étais à l'avance autorisé ces moments, Ouais. parce que je savais qu'ils viendraient et que j'ai accepté en sachant qu'ils faisaient partie de ce cadre d'acceptation. Et ça, c'est hyper important pour moi de le dire. Parce que dans l'acceptation, il y a une sorte de... Parfois, non, il faut accepter. Je trouve ça très violent de dire ça comme ça, dans le sens de... Euh, j'ai l'impression qu'on élude un peu les parties émotionnelles qui vont demander à s'exprimer à l'intérieur de ce processus. Ouais. Pour moi, c'est du viol de ces émotions-là. De, Mhm. de, de dire, ah ouais, j'accepte, faut accepter, ah bah oui, mais faut accepter, hein. Non, laissez-moi le temps dont j'ai besoin. Laissez-moi la misère dont j'ai besoin. Laissez-moi le temps de exprimer toute la tristesse qui a besoin de sortir de moi sur ça. Parce que c'est mon processus. Et je pense vraiment, hein, vraiment que j'ai pu valider ça avec cette expérience. J'ai pu le valider, c'est-à-dire j'accepte, c'est-à-dire ok. C'est comme si j'avais parlé à la vie un peu, tu vois. C'est-à-dire c'est ça que tu veux pour moi là. Putain, mais c'est ça là, c'est vraiment sérieusement c'est ça. Bon bah, de toute façon quel choix j'ai? Ça repousse Mhm. pas. Ok, mais ok, mais je sais que je vais passer par des moments durs. Et ça a été le cas. Mais du coup, ça a été rapide. Ça a été rapide parce que je suis passée par ce processus. À aucun moment je l'ai bloqué. Et j'ai prévenu mon entourage que j'avais besoin de ces moments. On m'a laissé exprimer ces choses-là. Et du coup, bah écoute, que ce soit les amputations ou le départ de mon conjoint 4 mois après mon retour à la maison, ça s'est fait. Et ça a été la deuxième étape dont je te parlais. Il y a eu 2 étapes. Donc les amputations, ça a été voilà le truc où là j'ai pris conscience qu'il y avait une partie en moi qui avait toujours été là. Mhm. Mais je faisais tellement de bruit, enfin je passais mon temps tellement à écouter celle-ci que j'avais jamais en fait entendu celle-là. Mhm. Donc ça a été le premier truc. Et puis l'éclatement des paradigmes, des croyances, etc. Et puis la deuxième étape, ça a été le départ de mon conjoint. Où là, Ouais. pareil, ça m'a plongé dans quelque chose de très dur, mais euh, je me suis laissée, pareil, je me suis dit, bon, c'est comme ça. Alors il a essayé de revenir entre-temps, hein, et c'est là qu'il m'a dit, si tu reviens pas, il y a eu dans le montage qui a été fait dans la vidéo, ça a été, il est pas parti en me disant, tu retrouveras plus jamais quelqu'un. Ok. On maîtrise pas les montages, hein, malheureusement. Il est parti. Ensuite, il a essayé de revenir dans la violence parce que c'était son mode de fonctionnement. Et il m'a dit, si tu ne reviens pas avec moi, tu ne trouveras plus jamais personne. Et Ok. cette phrase, elle a été magique. Elle a été propulsive pour moi parce que elle m'a libérée, cette phrase. Je me suis dit, OK, quelqu'un qui... C'est la personne qui avait vécu au plus près tout ce que j'avais vécu. Il était là 2 minutes avant les amputations, il était là au réveil. C'est quelqu'un qui avait vu tout ce que j'avais traversé au plus près, qui avait Ouais. vu ma souffrance physique, ma souffrance morale, et qui me dit ça. Et là, je me suis dit, non, Mhm. non. En fait, ça juste dit non. Tu vois, en fait, cette partie a dit non. Et là, c'était terminé. Ça y est. C'était fini à ce moment-là pour moi. Ouais. Et c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Mais Mhm. à ce moment-là, ça a quand même été difficile. Je savais que, ok, c'est ça la vie. Encore. En plus, je me retrouve toute seule maintenant. Donc, tu sais, il y a un moment, donc le mental, lui, il dit quoi? Il dit, hey, ma cocotte, t'as 42 ans, t'as 3 gosses, t'es solo, t'es quadri-amputé, ça pue quand même, tu vois, ça. Ça sent le schéma pas top, hein, on est d'accord, hein.
Sauf que du coup, il y a encore de nouveau, je me disais, bon, c'est dur, mais je te fais confiance. Ok, on y va. Mais du coup, bah, j'ai pleuré quand j'avais besoin. J'ai resté sous ma couette toute la journée quand j'avais besoin. Je me suis enfilé des pots de glace, elle va plus savoir jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, mais la bienveillance avec soi, c'est ça, en fait. Je Et pense. ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, et j'espère que les gens qui vont t'entendre vont le noter, parce que euh, en vrai, t'as fait comme un phénomène de deuil en fait finalement. Ah oui, 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 tout à fait. Mais par contre, à aucun moment, parce que j'ai réalisé quand je t'ai contacté que c'était super frais en fait. On parle d'il y a 2 ans en fait. 2 ans, Et ouais. Deux donc ans, c'était le coma. Donc, tu vois, les amputations, c'était il y a... Ouais, ah bah tiens, oui, il y a 2 ans, j'étais dans le coma jour pour jour. ouais, tu vois, donc c'est Ouais, ultra frais. Et ouais. en vrai, on voit quelqu'un qui est là, qui est pleine de vie, qui sourit, qui est en train d'expliquer plein de choses, qui a pris conscience de beaucoup de choses. Et en vrai, moi, je croise beaucoup de gens dans mes réseaux, de gens qui me disent, tu sais, là, ça va pas du tout. Ah, mais pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé un truc il y a 27 ans en arrière. Je rigole pas, hein, c'est vrai, hein. Ouais, c'est Et je vrai. fais, what the Ouais. fuck? On fait comment là? On va rester encore longtemps bloqué sur. Et c'était quoi? Ouais, j'ai eu un gros rhume. Ouais, je suis pas très gentil. C'est pas vrai, c'est pas j'ai eu un gros Ah, rhume. t'es vilain quand même. Non, c'est pas très gentil, j'avoue. Pardon. Pardon. Mais des fois, tu sais, j'ai la réputation d'être un coach très bienveillant. J'aime pas trop pousser les gens. Mais il y a des fois, j'ai envie Ouais, quand je même. comprends. Et notamment en Ouais. ce moment, je suis pas mal dans quand je lis des commentaires. Ah oui, mais c'est facile à dire, pas facile à faire, ou c'est difficile. En ce moment, ça me fout. Et quand j'entends ton histoire, quand j'entends comment tu réagis par rapport à ça, parce que tout le monde n'a peut-être pas fait attention, mais ok. euh, à un moment donné, tu changes de vie au moment du Covid, cette vie où tu gagnes bien ta vie, où tu as une situation, tu as un mari, tu as tout ça, bref. Ouais. Là, tu Mm. changes de vie. Et tu changes de vie pourquoi? Parce que tu vas chanter, danser, faire du piano. Chanter, c'est encore possible. Danser, Ouais. je sais que maintenant, tu es en train de le refaire. Ouais. Mais le Différemment. piano, Oui. Mais le piano, le, c'est fini. le piano, Oui, c'est c'est pas. fini. Oui, oui. Moi, j'ai un de mes fils qui est pianiste. Valentin, 11 ans, il Ouais. joue du piano et je Ouais. veux dire, les mains, c'est. Donc, Ouais. et là, t'as cette attitude face à tout ça et je me dis, Mm. waouh! Et ça m'amène une question. Est-ce que tu pourrais, est-ce qu'il y a déjà un moment, et s'il y en a un, est-ce que tu pourrais le décrire, un moment Mm. précis où tu as ressenti une profonde gratitude envers ton corps malgré tout ce qui t'est arrivé? Oh là là, plein de moments. Plein de moments. Plein de moments parce que c'est marrant, il y a un moment auquel je pense, mais qui répond pas exactement à ta question, mais je vais quand même en parler. Mais la Mhm. gratitude envers mon corps, plein de moments parce que je me suis dit, attends, ce corps-là m'a offert 3 enfants. Ce corps-là m'a fait voyager. Ce corps-là m'a permis de danser, de réaliser énormément de choses. Ce corps-là a subi des amputations, a dû faire de la rééducation. Il est encore là. Dans 3 mois, je vais au Mont Fuji. Dans 6 mois, je fais 5 kilomètres dans le désert d'Abu Dhabi. Je reprends à danser, alors certes à genoux, parce que danser avec les prothèses, j'aime pas ça. Donc je redanse à genoux dans une troupe de danse pro parisienne. Ok. Et attends, mais mon corps, mais c'est le plus grand, c'est mon maître, quoi. C'est mon, je l'aime, je l'aime, mais 1000 fois plus qu'avant. Alors qu'avant, il avait tout là où il faut, si on peut dire les choses comme ça. Ouais. J'ai une gratitude envers lui qui est dingue et je lui ai écrit une lettre lors d'un coaching. Après la séparation, j'ai demandé l'aide d'un coach, ouais, d'ailleurs. Tiens, j'ai pas Ouais. mentionné ça, mais j'avais besoin de ça, d'un quelqu'un pour m'aider un peu. Mhm. Et m'a fait lui écrire une lettre au corps. Je dis, c'est quoi cette connerie? Oh, ils nous emmerdent avec leurs exercices, là, c'est bon. Eh ben, écoute, je l'ai fait. Et je me suis mise à avoir besoin de m'excuser auprès de lui, de ne pas l'avoir écouté. Je me suis rappelé de toutes les sensations qu'il m'envoyait à certains moments que je n'ai pas écoutées. Soit c'était Mhm. les sensations pour me sauver de certaines situations, soit c'était des sensations pour m'apprendre à me respecter moi-même ou à choisir des choix qui me faisaient peur. Mais comme j'avais écouté ça toute ma vie quasiment, Ouais.
J'avais pas écouté. Lui, il sait. Le corps est relié à l'inconscient, en fait. Donc, voilà, je l'avais pas écouté et donc j'avais fait cette lettre. Donc, j'ai une gratitude immense et le moment que je voulais raconter, en fait, ça fait partie de l'acceptation. C'est en même temps, ouais, c'est un peu redondant, mais c'est le moment où c'est un moment terrible dans l'expérience. Quand je le raconte, les gens me disent, mais comment elle peut dire que c'est un beau moment pour elle? Ben ouais, c'est le moment où j'ai découvert mes jambes amputées. Ok. Euh, ils avaient mis le drap de lit au-dessus du pied de lit, en fait, pour que je les vois pas, Hmm. pour que je puisse décider quand je veux de voir la nouvelle longueur de mes jambes, en fait. Donc, je Ok. voyais pas la nouvelle longueur de mes jambes à mon réveil. J'étais Hmm. allongée et mon conjoint devait venir pour qu'on regarde ensemble, pour que je sois pas seule. Parce qu'en fait, j'étais terrifiée, si tu veux. Moi, je sais pas ce que ça fait d'avoir les jambes coupées, en fait. Enfin, personne sait. Enfin, Ouais, bien tu sais, sûr. quand tu te fais opérer des amygdales ou du genou ou de la hanche, t'as toujours un pote qui peut te dire, ah, ça fait mal, ça pique un peu, puis ça passe au bout de 15 jours. Mais je veux dire, amputé des deux jambes, il y a personne, quoi, dans ton entourage. Donc, je savais pas ce que ça faisait. Je sais pas si t'as vu le film avec Marion Cotillard de Rouillé d'os. Elle pète un câble quand elle voit ses jambes coupées. Elle s'écrase par terre. Elle saute de son lit. Elle rampe parce elle veut fuir son Hmm. corps. Mais elle peut pas. Donc j'étais terrorisée. Donc j'avais dit, est-ce que tu peux venir? Il m'avait dit oui. Et finalement, je suis sortie de la salle d'opération tard. Il était minuit. Il a pas pu rentrer. Il m'appelle en pleurant, en me disant, je peux pas rentrer. Je fais, écoute, c'est pas grave, je t'attends. On regardera demain. Il me fait OK. Ok. Hmm. Et donc, à ce moment-là, il y a des infirmières qui rentrent dans la chambre qui me proposent un verre d'eau. Je dis, bah oui. Il a dit, bah, on va vous relever pour vous asseoir un peu, parce que là, vous êtes allongé, vous allez pas boire allongé. Je dis, bah oui, oui. Elles me prennent sous l'épaule, et là, elles me redressent. Et en me redressant, elles me tirent un peu, elles me soulèvent. Et là, je sens. Hmm. Je sens que mes jambes s'arrêtent 20 centimètres en dessous des genoux. Je sens plus mes pieds. Wow. Et donc, elles repartent. Comme je suis un peu orgueilleuse, j'attends qu'elles repartent pour m'effondrer à ce moment. Je m'effondre, je m'écroule. C'est terrible. Cette sensation, j'avais pas pensé qu'en fait, le premier contact que j'aurais avec cette nouvelle réalité, il serait pas visuel. Hmm. Il a été sensoriel. Et Ouais. c'était 10 fois plus fort, finalement. C'était terrible. Hmm. Et à ce moment-là, je me dis, bon, j'attends mon conjoint demain ou maintenant que j'ai senti. Je me dis, ah, c'est bon, c'est ton corps, là, maintenant. Donc, on y va, c'est parti. Et donc, je prends le drap avec mes mains toutes sèches, là. Je soulève et je regarde, je vois. Je repose le drap. Et là, ça va mieux. Ça va mieux parce que l'acceptation a eu lieu à ce moment-là. La décision d'acceptation a eu lieu précisément à ce moment-là. C'est Ok. pour ça que c'est un souvenir qui est beau pour moi à raconter parce que ça a été la première prise, ça a été la seconde de la prise de contact avec cette nouvelle réalité. C'est-à-dire, en moi, ça a dit, maintenant c'est comme ça, pour toujours. Hmm. Maintenant, voilà, ton nouveau corps, c'est ça. Donc les mains, ça a été une formalité. 15 jours après, c'était Ah parti. oui. En fait. Ouais. Ok. Et c'est là que je me suis dit, bon, va y avoir des larmes, va y avoir des crises de rage, va y avoir peut-être des envies de mourir. Hmm. Mais je sais qu'il y aura un après. Il va y avoir un après. Parce qu'il va y avoir un après, c'est tout. Je le décide. Et ça a été une décision qui s'est imposée après. Je me suis dit, non, mais je vais avoir une vie. Et ma vie, elle va être encore plus belle. Sinon, c'est pas la peine. Après, je rigolais en me disant, le jour où je veux me suicider, comment je fais, quoi? Je suis même pas capable d'ouvrir une boîte de médicaments ou de faire un nœud à une corde. Je vais faire comment? Donc, je me suis dit, putain, même la vie, elle a prévu ça, tu sais, que je puisse même pas en finir. Mais en vrai, non, non, ça m'est jamais venu à l'idée, sérieusement. Jamais, jamais. Et suite à cette nouvelle vie qui démarre pour toi, à un moment donné, est-ce qu'il y a des activités, des hobbies, des choses que tu as découvert en fait Ouais, après ça? Et- ouais. Alors, il y a des choses que j'ai découvertes, puis il y a des choses que je vais encore découvrir. C'est-à-dire que je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, le fait que je peux plus faire de piano. Hmm. J'ai eu, alors la grande chance que j'ai aussi, parce que c'est vrai que c'est toujours super agréable de passer pour quelqu'un de résilient, de fort, qui en 2 ans s'en remet. Hein, on est d'accord, mais
Sans entourage, c'est très compliqué. Et moi, j'ai un entourage, mais au top du top du top du top. Je veux dire, j'ai une famille incroyable, j'ai des amis incroyables. Et en plus d'avoir ça, ce qui est déjà immense, j'ai eu la chance de faire des rencontres folles, des rencontres de gens dans l'inclusion. Alors forcément, quand tu es quadri-amputé, tu es un peu plus médiatisé que quand tu as perdu qu'une seule jambe. Ouais. Donc, j'ai eu cette chance, entre guillemets, d'être un peu médiatisée. Et donc, des gens sont venus à moi pour m'aider. Donc là, je pense aussi à tous les gens qui ont perdu une seule jambe, ou deux, ou une main, et qui n'ont pas ces aides-là, en quelque sorte. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que c'est important pour moi de le dire parce que voilà, on peut pas dire que j'ai de la chance, mais en même temps, j'en ai aussi. Enfin, c'est un peu. Ouais, Voilà. je comprends. Ouais. Et donc, Hamid Alouache, qui est un danseur en fauteuil qui est sur Paris, m'a appelé en me disant Lucie. Il m'a appelé au moment où j'étais en peine de cœur là, et il m'a dit Lucie, c'est pas le piano qui te manque, c'est pas ton ancienne vie qui te manque, c'est pas cet homme qui te manque. Ce qui te manque, et là ça a résonné beaucoup pour moi par rapport à cette histoire de perception et de sensation dont je parlais tout à l'heure, qu'on ne vit pas nos événements. Il m'a dit ce qui te manque, c'est les sensations que cette personne ou cette activité te procurait. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vie est tellement vaste en fait, il y a tellement de gens, il y a tellement de choses possibles, tellement d'activités possibles, que ces sensations-là, tu peux les retrouver n'importe où. Cherche, essaye, teste, vas-y, plante-toi, prends des risques. Donc, si tu veux, je me suis mise à tenter un cours de boxe. Je suis partie à la montagne avec une association d'amputés. J'ai essayé la danse en prothèse, j'ai essayé la danse intuitive à genoux. J'étais en mode, j'ai eu des lames de course. Enfin, rapidement après son départ et ma petite dépression de 3 mois, 4 mois, tout doucement, j'ai commencé à me dire non mais ma vie, elle va être ouf en fait. C'est décidé. Ma vie, elle va être dingue. Voilà, je vais kiffer, ça va être génial. Et c'est comme si, je sais pas, c'est comme si ça avait ouvert un peu des portes finalement. C'est-à-dire que la perception que j'ai, alors attention, je suis passée par des deuils, je suis passée par me voir dans la glace la première fois, nue, quand je dois prendre ma douche, quadri-amputée. Je suis passée par des centaines de deuils, ne plus pouvoir sentir ce que c'est que de marcher dans la pelouse fraîche d'avril, tu vois, quand elle est tendre et fraîche et douce. Ne plus savoir ce que c'est que de marcher dans le sable. Ne plus savoir ce que c'est de passer la main dans les cheveux de mes enfants. Alors ça, je te le dis rapidement, mais ça a été à chaque fois des deuils, un peu, qui font un peu mal au cœur, quoi. Mais à côté de ça, je me rappelais de toutes les compréhensions que cette chose m'offrait, finalement. Et donc, je parle souvent des limites, c'est-à-dire, avant, je croyais que j'avais des limites, que je pouvais pas faire telle chose, parce que, non, t'as 43 ans, tu peux pas te lancer dans la danse. Quand même, t'es trop vieille. Non, mais, quand même, tout le monde le sait. J'adore cette phrase. Ou alors, non, ça, je suis nulle. Non, mais ça, j'aurai jamais le temps. Ouais, ça, je ferai ça quand je serai à la retraite. Ouais, mais là, j'aurai jamais le budget. En fait, j'avais plein de petits, voilà, de soi-disant limites. Maintenant que la vie me met dans pleine tronche une limite qui en est vraiment une, parce que là, pour le coup, ça en est quand même une, au quotidien. Voilà, je peux respirer, parler, dormir comme avant. Tout le reste, il a fallu trouver des solutions. Donc, voilà. Mais en fait, c'est un cadeau de savoir ce que c'est une vraie limite. Parce que quand tu sais ce que c'est une vraie limite, tu sais ce qu'il n'en est pas une. Donc, tu sais que tout le discours, là, il y avait un ami qui m'avait dit « Qu'est-ce que tu fais quand… » J'avais pas bien compris à l'époque, j'avais pas réussi à le mettre en pratique. Il m'avait dit « Qu'est-ce que tu fais quand il y a un opérateur téléphonique qui t'appelle pour te vendre un forfait ?» Je sais pas pourquoi tu me demandes ça. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais quand t'as ces coups de fil-là ?» Je lui dis que j'ai pas le temps, puis je raccroche. Tu fais pareil avec lui. Tu n'as pas le temps, tu raccroches. J'adore ce truc. Excellent, ça, je vais regarder ça. Ça c'est Valentin. Merci Valentin. C'est bon, ça. C'est bon. Et justement, tu parles de temps. Est-ce que tu as le sentiment que depuis cette amputation, est-ce que tu as l'impression que ta perception du temps a changé? Ça, c'est compliqué à dire parce que pour être très honnête avec toi, comme je suis plus en capacité d'avoir un job, genre dans un bureau ou une usine, forcément, je travaille pas aujourd'hui.
Mhm. Alors, je suis en train de mettre en place mes activités, en effet, où je témoigne, où j'interviens dans des écoles ou des entreprises, ou voilà, ce genre de choses. Il y a un bouquin en cours, donc je commence à organiser ma vie professionnelle, mais jusqu'ici, forcément, je me suis retrouvée avec beaucoup plus de temps. Donc, j'aurais du mal à répondre à ta question parce que du temps, j'en ai eu plus. Et ce temps-là m'a permis de m'obliger à écouter mes besoins. Je me suis profondément ennuyée quand mon conjoint est parti. J'ai été obligée. Je n'ai plus pu fuir mes voix intérieures. Ok. Donc là, je sais pas trop comment te répondre parce que le temps était différent. J'avais plus la vie très active Ouais. que j'avais avant. J'étais quadri-amputée, seule à la maison, en peine de cœur et en incapacité de travailler. Donc le temps, j'en ai eu plus, mais bon, je sais pas trop comment. Et aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure que tu avais, comme tout le monde, tu as des moments de doute, t'as des moments de découragement. Ouais. Ouais. Comment tu gères ça en fait? Comment tu fais pour... est-ce que tu as développé des stratégies? Parce que tu m'as clairement dit que tu étais devenue une personne différente après ça, mais Ouais. tu fais Ouais. quoi en fait quand ça t'arrive? Parce qu'on a tous des moments de doute ou de découragement. Oui. Peut-être que Ouais, ouais. dans ta situation, c'est peut-être encore amplifié. Tu fais comment? Alors, en fait, j'ai noté, en tout cas, que la vie vient nous chercher, donc toujours pour nous faire grandir, hein, par bienveillance, pédagogie, et voilà. Hein, elle vient nous, on n'est pas tous égaux dans tous les chapitres. Donc, c'est pas parce qu'on sait très. Donc, moi, je sais que les problèmes de santé, je sais que la douleur physique, j'ai atteint un niveau aujourd'hui, en effet, où, bon, je sais que face à ça, ça va. Je, je, je peux gérer ce genre de choses. Bon. Je sais, avec cette expérience, maintenant qu'aujourd'hui, les critiques qu'on peut voir sous les vidéos, les commentaires comme bah t'avais qu'à pas aller en Afrique, c'est bien pour toi, ou ouais tu devrais pas te montrer comme ça, c'est choquant pour les gens. Bon, je sais que ça, je suis passée par un processus, mais il a fallu passer par ce processus. Je sais que Ouais. ça aujourd'hui, les gens parlent d'eux. Bon, c'est ok. Et moi, si ça me touche, bah c'est que quelque part j'y crois un peu à ce qu'ils sont en train de dire. Mm. Mais ça y est, ça c'est fini, ça me touche plus et voilà. Et à l'inverse, les commentaires positifs me touchent plus non plus parce que ça va avec en fait. Si on prend du Ouais. recul, on prend du recul avec tout ou rien. Hein. Sinon, c'est facile de se croire le roi du monde quand on est encensé et puis pas vouloir entendre les critiques, c'est spécial quand même. Mais par contre, bah, y a des domaines où je suis immature. Voilà. Et donc, je sais que tout ce qui va être lié, je m'en suis rendu compte avec la rupture avec mon conjoint, ça a été terrible pour moi. Ça a été presque plus dur à vivre que les amputations. Ah Incroyable quand oui. même. Ouais. Mm. Et je me suis rendu compte que sentimentalement, à cette époque-là, j'avais 12 ans et demi en fait. Mm. Et donc, on n'est pas mature, pareil, dans tous les domaines. Voilà. Ouais. Mm. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, donc aujourd'hui, je parlais du mal-être de mon fils en ce moment, ça a été extrêmement difficile pour moi à vivre parce que j'ai pris ma culpabilité. Alors là, lui, il a été terrible. J'ai pris une culpabilité en pleine poire. Ah, c'est ta Ouais. faute s'il va pas bien, si t'étais pas allé au Gabon, il serait pas mal comme ça, etc. Depuis décembre, je commence tout juste à arriver dans un niveau à peu près de maîtrise et de lâcher prise par rapport à la situation. Donc, tu vois, ça fait 4-5 mois. Ouais. J'ai mis du temps, mais parce que j'ai besoin d'apprendre, parce que au niveau scolarité, mes enfants, je suis encore à un niveau d'angoisse, donc un niveau d'immaturité, un niveau de manque de foi en la vie Ok. qui est important. Mm. Donc comment je fais? Alors quand je suis mature, quand c'est des sujets où je suis mature en quelque sorte, c'est-à-dire où j'ai déjà traversé des choses comme ça et que j'ai accepté de traverser les processus, les émotions liées à ça et que je suis arrivée à un niveau de maturité, je vois le truc qui arrive, je sens l'émotion qui monte. Si c'est difficile à laisser passer comme ça, je me pose un peu et j'essaye de, comment dire, de pas lutter. C'est-à-dire, souvent, j'ai besoin de fermer les yeux encore. C'est pas encore trop fluide, mais c'est-à-dire que je vais localiser l'émotion. Où est-ce que ça se trouve? Parce que si on fait attention, les émotions, elles bougent, elles se situent pas au même endroit. Si on fait Ouais. très attention, comme ce sont des énergies, on peut sentir qu'elles se déplacent un petit peu parfois, tout petit peu. Mm. Mais il faut être très attentif. Et donc, cette émotion-là, c'est comme si j'essaie de lui dire, OK, fais le boulot que tu as à faire.
fais le travail que tu as à faire. Je lui parle en fait. Ça m'aide à ne pas lutter contre elle et ne pas la rejeter. Donc j'essaie de pas me jeter sur le chocolat, de pas me jeter sur le téléphone. Ouais, tu sais pas ce qu'il m'a dit, machin. Parce que là, je vais me construire un scénario de victime. Ça va pas me faire avancer. Je préfère une bonne fois pour toutes digérer le truc et la laisser faire ce qu'elle a à faire. Faire confiance à la vie. Cette émotion émerge. Cette situation arrive pour que cette émotion puisse émerger. Très bien. Si je veux la laisser faire son œuvre et la laisser et me libérer d'elle, parce que l'émotion, quand elle arrive, tout ce qu'elle veut, je pense, c'est nous libérer d'elle. Et donc, je laisse faire. Et donc, je sais que je vais devoir peut-être passer ma journée, ou 2 jours, ou ma semaine, avec cette colocataire, indésirable, désagréable. Mais je vais devoir passer ma journée avec elle en ayant la confiance qu'elle fait son œuvre. Wow. Ça me fait traverser les choses de manière beaucoup plus sereine. Ça, c'est attention, ça c'est quand je suis mature. Oui. Quand je suis immature, alors là, quand je suis immature, je prends l'événement arrive, l'émotion monte, elle n'est pas maîtrisée parce que je suis immature dans ce domaine-là de vie. Et donc, soit je vais repousser la responsabilité de cette émotion en me mettant dans une posture de victime. Et là, j'appelle une copine et je raconte l'histoire et je raconte ma version de l'histoire. Et puis, gna gna gna. Et puis, tu sais quoi? Et puis, en plus, ça tombe en ce moment. Et puis, oh mon Dieu. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, j'en ai marre, vraiment. C'est toujours les mêmes qui prennent. Enfin, voilà. Et à un moment, ça dure en général, ça dure de moins en moins longtemps parce qu'en fait, il y a forcément un moment où je me vois faire. Je me dis, voilà, tu t'es encore fait avoir, quoi. Et donc, à ce moment-là, voilà, j'essaie ok, allez, je m'en remets à la vie. C'est comme ça, de toute façon. Donc, est-ce que je veux traverser ça avec sérénité ou est-ce que je veux traverser ça en me débattant et en augmentant ma souffrance de ce fait? Voilà, encore une fois, le choix s'impose à ce moment-là. Oui. Et si dans les domaines où je suis très immature, je passe par plusieurs phases où je fais le choix de la victimisation, et c'est pas vrai, et machin. Enfin, je suis en mode Maria Carré, quoi. Tu vois, je l'appelle Maria Carré, ça m'aide à la, comment dire, à la décrédibiliser. Je fais, ça y est, Maria Carré est revenue. Allez. Excellent. Est-ce qu'il y aurait 3 choses surprenantes que tu as appris sur toi depuis ta transformation? Ah ouais. Alors 3 choses, oh je sais pas. Alors sur moi et puis sur tout le monde du coup, parce qu'en fait, c'est-à-dire que je suis capable de tout, mais de tout. De tout, ça veut dire du pire comme du meilleur. Mais je suis capable de me découvrir des capacités dans n'importe quel domaine. Je ne sais pas en fait. Je ne suis pas cantonnée à ce que je crois. Ok. Ouais. J'ai aujourd'hui des capacités, certainement que j'ignore, et que je découvrirai, que la vie me fera découvrir au moment opportun, peut-être dans 10 ans, 20 ans. Donc, je m'ouvre à beaucoup de choses, toujours en gardant mon ressenti intérieur comme boussole, comme disent les Québécois, ça me fait oui ou ça me fait non. Ils ont une expression pour ça, c'est fou, ils ont tout compris. Ouais. Il faut qu'on en invente une. Axel, il faut que tu inventes une expression. Ouais, faut trouver quelque chose. Ouais, faut trouver un truc. Mais ouais, il y a ça. Je suis illimitée. J'aime cette phrase. Je suis illimitée. Et donc, si je le suis, tout le monde l'est. Hein. Quand je dis je, c'est je. D'autres choses que j'ai découvert sur moi, bah, ouais. Ça, c'est dur à dire encore, tu vois. J'ai un syndrome de l'imposteur qui est bien présent. Ouais. Quand je suis invitée dans des interviews comme aujourd'hui, j'essaye de pas réfléchir avant de dire oui. Parce que si j'écoute cette partie-là, ça dit mais pour qui tu te prends en fait? Mais tu crois que t'es qui? Parce que ça y est, tu te crois le curseur de la sagesse du monde parce que t'as plus de pied, plus de main, mais t'as pété un câble ou quoi? Ah ouais. Reste dans ton petit moule là de petite personne. Donc comme j'essaie de pas écouter ce truc-là, mais il est là, hein, il est présent, hein, Ouais. j'ai découvert, c'est dur à dire, hein, pourquoi c'est aussi dur à dire, j'ai découvert que la manière dont je partage les apprentissages de cette expérience peuvent aider certaines personnes. Carrément.
Et j'aurais jamais pensé un truc comme ça. J'aurais jamais pensé qu'un jour, moi, on pouvait me demander de raconter mon expérience. J'aurais jamais pensé que moi, je pouvais un jour aider des gens, Mhm. inspirer des gens. Tu vois, c'est des mots qui sortent, mais avec, je me force à les sortir. C'est bien, ça travaille, mais c'est dur. Il y a l'imposteur qui est bien présent, qui veille au grain. Ah ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, ça me ramène quelques années en arrière quand je raconte Ouais, souvent ça, quand j'ai eu une transition, enfin j'ai eu plusieurs transitions dans ma vie, mais avant de faire ce que je fais aujourd'hui, ouais, moi c'est le marketing de réseau qui m'a sauvé de faillite, de choses comme ça. Puis mais à un ouais, moment donné, ça m'a saoulé. Et un jour, je commençais à être suivi sur les réseaux et on baladait le chien avec mon épouse et je la regarde et je lui dis, ouais, c'est bien, les gens commencent à acheter mon premier livre, j'ai des commentaires sympas, mais je sais pas comment je pourrais aider les gens en fait. Et c'est drôle ouais, finalement parce ouais, que en vrai, et là moi c'est moi le syndrome de l'imposteur parce que moi je vais dire moi pauvre petit hôtelier parce que j'ai été hôtelier ouais, pendant 20 ouais, ans, tu vois, ouais, j'ai eu subi des violences quand ouais, j'étais gamin par ma maman, mais qu'est-ce que ouais. c'est par rapport à ce que toi t'as vécu? Mais je pense arrêtons de nous comparer. Et moi c'est ce Oui. qui m'a frappé dans ce message il faudrait que je le reprenne ce message de 5 minutes que tu m'avais laissé sur WhatsApp parce que quand je t'ai entendu j'ai entendu des paroles qui sortent de ma bouche tous les jours, mais je l'ai entendu Ouais. avec une telle sérénité dans ta façon de parler, Mm. avec une telle waouh, en fait, vraiment waouh, parce que on le sait que moi j'ai vu principalement des interviews. La dernière que j'ai vue c'était sur France 3 de toi, hein, je parle. J'ai vu des interviews un petit peu partout. Elles sont, comme tu l'as dit, très bien montées, etc., Mm. etc. Ouais. Mm. Mais c'est qui la Lucie qui est derrière tout ça en fait? Ouais. Et en vrai, Ouais. quand on parle avec toi, quand on te voit Ouais. comme là, t'es en train de rire, on voit que ouais, il y a une vraie force. Et si Mm. jamais t'as un doute, je te le dis en pleine interview, mais je te le dis parce que je crois que il faut que tu l'entendes. Oui, les gens ont besoin de toi en fait. Ouais. Clairement, les Ouais. gens ont besoin de toi. C'est dur à recevoir encore, tu vois. Mais Ah ouais, c'est là que je me rends compte, bah, c'est dans ces moments-là que je me rends compte de l'immaturité ouais, que j'ai là. Tu vois, en fait, c'est ça. Les émotions difficiles me permettent de voir là où, il y a du taf. Alors, c'est fou, hein. J'ai besoin de rectifier quand même quelque chose, tu vois, la force. Euh, on me dit beaucoup ça, donc je dois faire confiance aux gens, sinon les gens sont débiles, donc je peux pas vraiment le dire. Donc, euh, la force, elle est proportionnelle, la vraie, hein, la vraie force, pas la force. Ouais, moi je suis comme ça. Il y a beaucoup ça en ce moment, mais hmm, la vraie force, elle est sur la même ligne de curseur que la vulnérabilité. hmm, Euh, Aujourd'hui, les interviews où je sais que j'aurai pas l'occasion d'expliquer que des fois c'est très dur, mais évidemment et qu'en fait j'ai pas une vie différente de tout le monde. Dans les images, oui, mais en vrai, ouais, je fais ça comme tout le monde. hmm, Je suis pas forte et je suis toujours comme ça n'existe pas. Et je trouve ça d'accord. beau. J'ai un côté poète, tu vois. Enfin, j'écris pas de poème, mais je veux dire, je trouve très beau l'idée que le samouraï parfois il sache poser un genou à terre, déposer les armes et pleurer, et que Ouais. c'est ça qui le rend encore plus fort dans son Hmm, combat d'après. Eh ben, la force pour moi, c'est celle-ci, c'est celle de savoir exposer sa vulnérabilité. Donc, c'est vrai que je mets souvent des bémols. En fait, je me rends compte que je mets de la polarité pas mal dans ce que je dis. Tu vois, hmm, l'acceptation, mais que c'est pas l'acceptation super, c'est cool, c'est bon, on y va, c'est parti, je suis quadrillée c'est la fête. C'est l'acceptation, ok, mais ouais, ok. Je sais hmm, que c'est le paquet cadeau, il y a ça dedans aussi. Mais alors aujourd'hui, je pleure plus du tout sur ça, hein, mais, euh, mais je râle encore, ouais, ouais. Je râle quand je suis au troisième verre de la semaine que je casse. Ouais, il y a un moment, tu vois. Je râle, mais c'est comme ça, tu vois, voilà. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses magnifiques. Mon Dieu, mais hmm, je le répète, hein, parce que je le répète presque parce que j'ai besoin de le dire à la vie, quoi. Mais merci, mon Dieu. hmm, Merci, quoi, parce que j'ai une vie qui a du sens. hmm. Je fais des rencontres, je sais pas, ça a été un coup de magie, cette histoire, même si, oui, au quotidien, mon handicap m'emmerde. Voilà. C'est vrai. Hmm. Ouais, ouais. Ouais.
Mais si la contrepartie, c'est tout ce que je comprends et tout ce que j'arrive à faire maintenant parce que je me mets plus aucune barrière, alors je préfère mille fois rester comme ça. Je prends pas la petite pilule bleue ou rouge de Matrix Ouais. pour revenir dans l'illusion. Non, 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 Ouais. non. Écoute, j'aurais, pour bientôt terminer cette interview, est-ce que tu nous en as dit deux, trois mots, mais comment t'envisages l'avenir? C'est quoi tes rêves maintenant, tes projets? J'ai entendu parler du Mont Fuji, j'ai entendu Ouais. parler d'un livre, mais c'est quoi en fait la Lucie de demain? Je sais pas trop. Alors, je pense que ça, c'est un syndrome après un traumatisme. Tu vois, j'ai du mal à faire des projets. Ok. Je sais planifier un voyage 6 mois à l'avance, tout ça, c'est pas ça. Mais projeter, me dire, c'est comme si c'est comme si j'avais poussé au paroxysme l'idée qu'on ne contrôle pas sa vie. Donc là, je pense qu'il y a un petit réajustement à faire dans mon esprit quand même, hein. Mhm. Euh, je me dis, je peux projeter ce que je veux. Le jour où la vie a envie de m'envoyer un tsunami dans la figure, je connais le goût de ça maintenant. Ouais. Donc c'est compliqué pour moi. Après, là, la manière dont la vie me guide, sans que je fasse rien, elle m'a envoyé des médias qui ont fait des vidéos bien montées, qui ont fait qu'il y a des gens qui m'ont contacté pour danser dans une pièce de danse qui parle de la résilience. Mhm. Où je danse à genoux parce que c'est comme ça que je suis à l'aise et puis j'ai pas de mal à montrer mon corps aujourd'hui. Donc ça fait du sens pour moi. Mhm. Je suis contactée par des gens comme toi qui ont envie de poser, de changer, enfin changer le monde à leur manière, à leur niveau, tu vois. Mhm. Et je suis invitée pour parler. Et il y en a que ça inspirera, puis il y en a que ça inspirera pas, puis c'est normal. Bien sûr. En fait, tout ça, ça fait vachement de sens en fait pour moi. Je me Mhm. dis mais, enfin, je me sens à ma place en fait. Je, je, il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, est-ce que tu t'aimes? En tout cas, j'ai arrêté de me dire que je m'aimais pas. Et puis j'ai Mhm. arrêté de me poser la question. Puis je me suis foutu la paix avec cette question parce que ah faut s'aimer, mais arrêtez, laissez-nous tranquille. On vit en fait. Je vis en fait, ouais. Je vis, Ouais. je vis. J'ai mes galères et puis j'ai mes moments de magie aussi. De magie, c'est fou. Donc Et est-ce que tu as déjà, au-delà de tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu nous as dit, est-ce que tu as déjà réfléchi à un moment donné, partager ton histoire? Et c'est pas que ton histoire, et c'est ce que je voulais dans cette interview, évidemment, il y a ton histoire, mais il y a tout ce qui va après, tout ce qui s'est passé avant, tout ça, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Mais est-ce que t'as déjà réfléchi à venir partager ça sur des conférences? alors j'y réfléchis. Après, tu sais, ça fait 1 an et demi que je suis sortie de Mhm. l'hôpital, donc enfin de l'hôpital du centre de rééducation. Donc on m'en parle beaucoup de ça. Alors Mhm. c'est vrai que je suis très à l'aise à parler, que ce soit comme ça ou en public. J'ai une formation de responsable export où je formais des auditoires de délégués commerciaux à l'étranger, si tu veux. Donc Ok. en fait, c'est comme si la vie, avec des expériences passées, m'avait préparé à ça. Parce qu'aujourd'hui, je voyage toujours. Ouais. Sauf que bah, je trimballe plus des valises d'échantillons. Maintenant, le produit, c'est moi. Donc, tu vois, c'est plutôt sympa comme truc. Mais oui, alors, on m'a contacté pour ça, pour des conférences. Je pense qu'à terme, je pourrais venir. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Il y a encore ce syndrome de l'imposteur qui est présent, qui pour l'instant fait barrage. Tu vois, je pense qu'il faut que je commence de nouveau à, faut que je mette à l'observer de plus en plus Ouais. pour pour le digérer, comment dire. J'ai pas envie de dire le contrer, l'enlever, c'est pas ça, mais voilà, le traverser. C'est le mot. Parce que là, le livre qui va sortir, tu peux nous en dire, c'est quoi le thème? Ah bah, le thème, c'est l'histoire, c'est toute C'est ton cette histoire. histoire, Ok. ouais, et ses apprentissages à date. Mhm. Donc l'écriture est terminée depuis janvier, donc depuis 2 mois, il sort à l'automne. Ok. Oui, donc Donc je sais. il y a forcément des enseignements dedans. Ah bah, alors des enseignements, il y a les enseignements que moi j'ai reçus de cette expérience. Voilà. Après, est-ce que c'est des enseignements pour les gens? Je vais pas m'avancer là-dessus, mais il y a ce que moi j'ai compris. Je sais que je serais frustrée comme pas possible parce que quand j'écoute aujourd'hui, et je sais pas quand tu diffuseras celle-ci, mais quand j'écoute aujourd'hui des interviews que j'ai données il y a 6 mois, je me dis, oh, parce que
Mais c'est bien parce que ça me permet toujours de me rendre compte que, ah ouais, ça s'est affiné encore plus en fait Ouais, depuis 6 mois. Donc je sais que quand le bouquin va sortir en automne, je vais me dire, ah, j'aurais ouais, aimé dire ça aussi, j'aurais aimé dire ça aussi. Mais ça doit arriver aussi, certainement. ouais. Je crois Euh, qu'on est en chemin. Enfin, Attends, je suis tout le certain monde. qu'on est en chemin Ouais. et que la version de Lucie aujourd'hui, c'est pas la même que dans 6 mois, Oui, comme tu le dis. ouais, ouais. Moi, quand je me regarde en arrière, tu sais, je reçois beaucoup de messages, j'ai 54 ans, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent, j'aimerais trop être comme toi. Alors, comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est ressembler à John Malkovich? Est-ce que c'est vraiment qui te fait rêver? Quand c'est une dame, je me dis, Ouais, bon, ça doit pas être ça. ouais. Non, en règle générale, les gens, tu sais quoi, les gens, ils voudraient tous être positifs comme moi tout le temps. Et Ouais, j'adore quand tu parles du cycle de la vie. Moi, un ouais. jour, quelqu'un du corps médical m'a dit, tu sais, ça, c'est quand t'es vivant. Quand c'est ça, Oui, ça c'est c'est quand t'es fini. mort, exactement. Donc, et, Exactement. et je dis, en fait, Et c'est pour ça qu'il faut la montrer, cette vulnérabilité. C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est absolument, pour ça que absolument. les reportages où on montre des personnes en situation de handicap qui sont toujours warriors, attention au message. Ouais, Voilà, c'est tout. ouais, il y Et a, que il y a, il la y a, il y a force, elle quelque est chose dans... derrière. Oui. Et moi, ma vraie transformation, le Axel d'avant, c'était avant 50 ans, donc c'était juste il y a 4 ans en arrière, en fait. Donc c'est très frais pour moi aussi. Je suis passé par plein de Ouais. choses. On passe tous par des choses Ouais. par des stades à partir du moment où on prend conscience qu'il y a autre chose à faire. Et Oui. je voudrais, si Oui. tu le veux bien, je voudrais te laisser le mot de la fin pour cette interview. J'aimerais est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ces gens qui, euh, pour X raisons, pensent que la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, quelle qu'elle soit, elle est figée, ils peuvent pas faire mieux. C'est comme ça. Tu sais, j'entends beaucoup de gens qui disent que je suis trop vieux, moi je peux pas Ouais. faire ci, je suis empêtré dans une relation, je ci, je ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire pour conclure Oh, cette waouh. interview? Il y aurait tellement de choses à dire. En fait, ça me frustre parce que si j'avais entendu ça, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Tu vois, je me pose la question. Mais on sait tellement pas à quel point tout est possible. On sait tellement pas ça. Ah ouais. Tu m'as pas rendu compte. En fait, tu m'as inspiré. Ah, tu m'as fait un message Ça, c'est subliminal. marqué. Tout est possible, tu peux le faire. Il y a plein de Ouais, messages sur c'est ouais. mon t-shirt de On, conférence. on sait tellement pas à quel point c'est attention à la voix dans la tête. Hein. C'est une histoire de foi tout ça. Et on a tous une place dans ce monde. On a tous un potentiel incroyable. On est là, profitons-en. Essayons des sports, essayons des choses, allons à la rencontre. Euh, la vie, je pense, ira toujours récompenser, ira toujours répondre à celui dont elle sait qu'il pourra saisir la main qu'elle lui tendra. Mais pour ça, il faut pas rester les yeux fermés devant son bol de caca, en fait. Du Hmm. caca, tout le monde en a. Hein. Des expériences difficiles, tout le monde en a. Des vies karmiques, traumatiques, avec une grand-mère violée, une maman qui a eu des soucis. Il y a ça dans ma famille aussi. Hmm. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Des drames, on en a tous. Ça veut pas dire, ah ouais, voilà, ça y est, j'arrive à là où... des drames, on en a tous. Ça veut pas dire, oh, arrête de regarder ça. Non, ça veut dire, ce drame, cette blessure, cet événement traumatique fait partie de toi. Tu ne sais pas à quel point cette chose que tu vois comme terrible et dont peut-être tu voudrais te débarrasser, que tu utilises peut-être comme argument pour ne pas avancer, pour ne pas avouer qu'en fait tu as peur. Ça demande un peu d'honnêteté et de courage avec soi-même, c'est pas facile. Cette chose-là fait partie de toi. Cette chose-là t'a construit ou t'a construite. Peut-être que cette violence ou ce viol que tu as subi petite ou petit a fait qu'aujourd'hui tu es un être qui est doué d'empathie. Hmm. En fait, nos failles. Un jour, c'est une psy il y a très longtemps qui m'a dit un truc très juste, même si je suis pas fan de Johnny Hallyday, mais elle m'a dit s'il n'avait pas souffert comme il a souffert, est-ce qu'il aurait pu écrire des choses aussi fortes? Ouais. En fait, c'est nos blessures, nos traumatismes. Ça suffit d'en faire des porte-drapeaux de ma souffrance, et puis qu'on veut batailler, mais, okay, mais qu'on saisit à la moindre occasion aussi pour justifier de pas avancer. On fait quoi là? Qu'est-ce qu'on veut en vrai? Si Hmm. ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ce que je suis, et c'est beau comme ça. Oui, ça fait mal quand on y repense, c'est vrai.
Mais c'est beau comme ça me constitue. C'est mon histoire. Et c'est ça, en fait. Accepter tout ce qu'on est, c'est pas moi qui le dis, hein, il y en a plein qui le disent, hein. Accepter tout ce qu'on est, toute son histoire, tout son passé, toutes nos qualités, tous nos défauts, tout ce qu'on est. Mais ça, cette intégralité-là est magnifique. Elle est unique pour tous, elle est magnifique et elle est illimitée, à condition de la prendre dans son entièreté. Et ça, j'invite les gens à qui ça parle, ce que je suis en train de dire, à écouter Frank Lobvet sur ce sujet. Il dit que à partir du moment que tout est lié, tout est relié, en fait. On est une toile d'araignée. On n'est pas, je veux garder les bonnes parties de moi-même, puis je veux pas montrer, puis je veux guérir les mauvaises parties, c'est mes blessures. On arrête avec ça. On est tout ça. C'est magnifique. À partir du moment où on voudra se couper, se séparer d'une partie de soi qu'on n'estime pas belle, on se privera du potentiel qu'il y a en face. Donc, l'idée, c'est vraiment de toujours embrasser tout ce qu'on est nous, embrasser tout ce que nous propose la vie. Oui, c'est pas facile, mais c'est bien foutu, on a le droit de râler. La preuve, moi, je le fais souvent. C'est pas interdit de râler, c'est pas interdit de pleurer, c'est pas interdit de, voilà. Tant que c'est fait dans un cadre, que c'est projeté contre personne, exprimons nos émotions difficiles. C'est cool, en fait. La vie, tout est bon à prendre. Et nous encore plus. Lucie, merci infiniment pour ce merci partage. à toi. Vraiment, waouh, je pense qu'il y a énormément de choses et j'espère que les gens vont entendre ton message parce qu'il y a vraiment des choses très très belles. Je te le confirme, je m'adresse à ton auto-saboteur. Arrête de l'embêter. Tu pourrais peut-être m'aider d'ailleurs là-dessus. Laisse-la s'exprimer. Elle a vraiment des choses incroyables à dire. Écoute, ça me fait super plaisir qu'on ait passé ce moment ensemble. Évidemment, je te souhaite le meilleur. Nous, on se retrouvera, alors, dépendamment de quand je vais diffuser cette vidéo, avant ou après, je sais pas, mais peu importe. Fin avril, on se retrouvera sur le programme Transforme ta vie et Freedom Kiffe ta vie, où les membres pourront aussi s'adresser directement à toi. Je suis sûr qu'ils trépignent d'impatience, je le sais. Lucie, je te souhaite vraiment plein de belles choses. Merci beaucoup, Axel. Beaucoup. J'ai passé un très bon moment. Tu mets vraiment des étoiles dans les yeux. Enfin, ton histoire, elle est... En tout cas, la personne que tu es aujourd'hui, je vraiment mérite d'être côtoyé et je te remercie beaucoup pour ça. Merci infiniment. Merci à toi, merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager celle-là, il faut la partager un maximum et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, une interview ou avec moi tout seul. À très vite, portez-vous bien, ciao tout le monde. Merci encore Lucie.